Alors maintenant, donc l'objet de mes propos se situe, je les resitue dans un cadre qui est, que j'ai exposé ici d'ailleurs dans cette même salle, un cadre de parcours éducatif maritime en Nouvelle-Calédonie. Et nous avons fait un séminaire sur les grands enjeux du maritime il n'y a pas longtemps, c'était le mercredi 25 mai à Nouméa, avec, sous la présidence du vice-recteur, du président du cluster maritime et de la présidente d'un cluster comité 3E. Je vais passer rapidement. Et on a fait parler des ressortissants du Pacifique, donc Jérôme Aucan qui est de la CPS, donc moi-même qui ai présenté l'eau de mer dans tous ses états, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Madame Molo, la présidente du comité 3E sur l'égalité des genres et la place des femmes dans le maritime. Et Maïna Sage, qui est votre députée encore, qui s'est exprimée sur la résolution qu'elle a, disons, poussée auprès de l'Assemblée nationale vis-à-vis de la préservation de l'océan. Et on a fait intervenir 3 personnes à distance qui étaient Francis Vallat, celui qui a fondé le cluster maritime français et l'Institut français de la mer, Florence Smith, qui est une inspectrice générale de l'éducation nationale, qui a abordé les enjeux de sensibilisation et d'éducation de la jeunesse, et Christian Buchet, qui est un historien, qui a été le commissaire général du Grenelle de la mer avec Borloo, et qui lui a plaidé la cause de la grande histoire vue de la mer, qui explique que tout est parti en Méditerranée avec la mer, qu'ensuite il y a eu une ère atlantique qui est en train de se terminer et que maintenant ça va être l'ère beaucoup plus de l'océan mondial, et en particulier dans lequel c'est le Pacifique qui va tirer l'histoire. Voilà. Alors maintenant, l'eau de mer dans tous ses états. Donc, premièrement, la mer et l'océan sont trop peu connus. J'ai dit sur le caillou parce que ça s'adressait à des Calédoniens, mais en règle générale, c'est ça. Et là, je vais balayer avec vous un ensemble de questions en les contextualisant. Et à chaque diapositive, je vais faire la relation avec les grandes disciplines éducatives qui peuvent être interpellées par les sujets que je vais traiter. Donc, on n'a pas le temps, on ne va pas pouvoir approfondir les questions, mais vous allez voir que c'est vachement riche. Donc premièrement, on est sur une planète bleue. Deuxièmement, cette eau, elle a une origine, mais laquelle? Elle a une composition, comment se fait-il et d'où ça vient? Elle a justement une construction tout à fait intéressante, puisque je vais vous montrer qu'elle a une interface avec la Terre. Cette eau, elle a une surface, cette eau, elle a une masse, cette eau, elle a un fond. Et à chacune de ces étapes, on va voir un certain nombre de paramètres. Et puis, cette eau, la vie est née dans l'eau de mer, dans le profond, et on vient de la mer, donc j'insisterai là-dessus. Et au plan culturel, je vous proposerai quelques éléments de littérature. Alors, premièrement, on est une planète bleue. On est une planète bleue, ça a été en plus démontré par les premiers astronomes ou astronautes qui ont fait le tour de la Terre. On a 71% de notre surface qui est de l'eau de mer. On a un hémisphère nord qui est plutôt terrestre, plutôt continental. Et on a un hémisphère sud, celui dans lequel nous nous trouvons, qui lui est vraiment océanique. Et ça, c'est l'image d'un satellite à 36 000 km d'altitude, un géostationnaire au-dessus de la Nouvelle-Calédonie. Donc la Polynésie, elle est par là, mais qui montre la masse d'eau par rapport à la Terre. Et encore, si je prends la Polynésie, c'est encore pire parce que c'est pratiquement tout bleu tout autour. D'accord ? Alors il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on a une répartition antipodale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est sur la Terre, en quelques points que vous vous placiez, et que vous faites un trou pour vous retrouver aux antipodes, vous avez 95 chances sur 100 de l'autre côté d'avoir de l'eau de mer. Alors qu'il n'y a que 71% de la surface qui est de l'eau. Donc ça veut dire que la répartition terre-mer, elle est pas égale, elle n'est pas symétrique. D'accord? Bon, ça c'est un premier fait. Alors deuxième fait, on est sur des grands enjeux de connaissances parce que là j'ai pris la Nouvelle-Calédonie. Ça c'est la zone économique exclusive de Calédonie. Au milieu vous avez ce qu'on appelle la Grande Terre, et puis en marron au-dessus les îles Loyauté, dont Lifou est plus grande que Tahiti.
Et donc, ce qu'on a, c'est que la Terre représente 1,3% de la totalité de l'espace calédonien. Le 0,200 mètres, en gros, ce sont les lagons. Ça représente 1,5. C'est-à-dire que quand on prend les deux, on n'arrive même pas à 3%. Et ces 3%, c'est ce qu'on voit. Parce qu'on voit les routes, on voit les montagnes, on voit les forêts, on voit les vaches, on voit les villes. Et puis les lagons, on les voit parce qu'on peut plonger dedans et on voit le corail, on voit des poissons, on voit des baleines, etc. Le reste, on ne voit pas. Et en particulier, quelque chose de très intéressant, c'est qu'entre 2000 et 4000 mètres, on a 54% du pays. Bon. Alors, je n'ai pas fait pour la Polynésie, mais on va tomber sur des choses à peu près équivalentes. Et puis, vous avez les rapports terre-mer. Bon, la Terre, c'est 18 000 km² pour 1,4 million de mer. À Wallis, on n'est qu'à 142 km², mais avec 258 000 km² de mer. C'est-à-dire que le ratio, il est encore plus faible. Et ici, en Polynésie, on a 4 167 km² de terre pour 4 700 de mer. Donc on est vraiment sur des ratios terre-mer qui sont tout rikiki. Et pour revenir à la Calédonie, donc il y a moins de 3% qui est vu. Et je fais toujours cette image, c'est un peu comme si les Suisses, tu es Suisse, nous disaient ah bah oui, nous dans notre pays on a des lacs et puis on a une petite plaine là du côté de Berne où on élève des vaches pour du gruyère. Et qu'ils oublient que il y a la montagne. Il y a les Alpes, il y a le Jura. C'est-à-dire que ce qui fait la Suisse, c'est la montagne. Et là, ce qui fait notre pays, c'est la mer. Et ici, en Polynésie, la prise de conscience de la maritimité est forte. En Calédonie, malheureusement, ce sont des terriens et ils n'ont pas encore pris cette dimension-là. Alors ensuite, eh bien, on va s'amuser à regarder le volume de cette eau. 1,37 milliard de kilomètres cubes. Alors quand je sors un chiffre pareil, vous vous dites, oh la vache, 1,37 milliard de kilomètres cubes, hein, c'est pas des mètres cubes, c'est des kilomètres cubes, ça fait beaucoup. Mais en réalité, quand on fait un tout petit peu de mathématiques, eh bien si on met tout ça dans un cube, c'est un cube de 1100 km de côté. 1100 que multiplie 1100, ça fait un peu plus d'1 million, que multiplie 1100, ça fait un peu plus d'1 milliard. Ou c'est une sphère de 1380 km de diamètre. Eh bien, quand on reporte cette sphère à la surface du globe, ça donne ça. Ça veut dire que notre océan, qu'on croit grand, il est fini, il est pas si grand que ça. Et donc, premier élément, on a tout intérêt à soigner cette goutte d'eau, parce que vous allez voir qu'en plus, elle a des propriétés assez extraordinaires. Donc là, on est, je fais comme ça se veut aller dans un parcours éducatif. On a fait de la géographie et en même temps, on a fait un petit calcul mathématique succinct de volume. Alors, une eau de mer, mais alors, comment est-elle arrivée là et d'où est-ce qu'elle vient cette eau? Donc, il y a deux origines possibles qui sont vraisemblablement qui ne s'opposent pas, qui sont vraisemblablement des origines qui se complètent. La première qui est que, justement, à la création, à la formation de notre planète, il y a 4,5 milliards d'années, il y a des volatiles, donc de l'eau, qui se sont échappés sous forme d'un dégazage depuis l'intérieur de cette planète en formation. Et cette vapeur, elle a formé des nuages, et une couche nuageuse importante qui s'est créée et qui a été à l'origine, pendant des millions d'années, de pluie torrentielles, chaudes et acides, donc des déluges, hein, qui sont à l'origine des océans, et donc de cette eau liquide. Et il y a une source externe qui est évoquée ici, c'est que la Terre a été bombardée par un tas de comètes, d'astéroïdes, etc. Et on sait que des météorites et des comètes sont des corps célestes qu'on appelle chondritiques, c'est-à-dire qui sont composés de matériaux hydratés et qui sont en fait riches en eau. Donc il a dû y avoir une source d'origine céleste qui est venue compléter le dispositif. Donc là, on est dans de la physique et on est dans de l'astronomie. Alors maintenant, cette eau, elle a une composition. Il faut savoir que cette composition, on le sait, elle est stable depuis des millions d'années et elle est très originale. Donc là encore, on va revenir sur la formation. Cette vapeur d'eau qui a créé nos océans était à l'origine
largement composée de chlore et de soufre, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'on va trouver des chlorures et des sulfates dans cette eau. Deuxièmement, le chlorure de sodium, lui, va être majoritaire, hein, c'est le NaCl, c'est pour ça qu'elle est salée, d'accord? Et il y a d'autres ions, et principalement le calcium, le potassium, le magnésium, qui, eux aussi, sont venus compléter la composition par la dissolution des premières roches terrestres et l'érosion qui s'en est suivie. Et puis, ce qui est très important, c'est de savoir, bon, vous avez appris ça, le tableau de Mendeleïev, c'est-à-dire en fait l'ensemble des éléments en fonction du nombre d'atomes. Il y en a 118, eh bien, il y en a 92 qui sont présents dans l'eau de mer. Ça fait beaucoup. Et parmi ces 92, il y en a 60, dont 17 terres rares, qui sont à l'origine de tout ce dont on a besoin pour notre futur. C'est-à-dire fabriquer un ordinateur, mon portable. Alors là, j'en ai la liste. Hein, vous avez fabriquer des ordinateurs, des tablettes, des smartphones, des écrans, des cartes électroniques, des disques durs, des batteries, des lasers, des alliages légers pour l'aéronautique militaire, des supraconducteurs, les aimants permanents qu'on trouve dans nos éoliennes pour les énergies renouvelables, les pots catalytiques de nos voitures, des amplificateurs à fibres, les barres de réacteurs nucléaires. C'est fait avec ces terres rares ou ces produits rares. Donc, bref, tout ce qui nous est nécessaire. Et vous allez voir aussi que ce qui est intéressant, c'est que comme cette eau possède ces éléments dans 1,3 milliard de kilomètres cubes, ben, il va se passer aussi quelque chose qui va permettre de concentrer ces minéraux, ces minerais dans le profond. Alors, l'eau de mer doit être considérée comme un système. Ça, c'est extrêmement important et malheureusement, ceux qui gèrent la mer et l'océan n'ont pas encore compris ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'approche systémique, chacun découpe son petit bidule dans son coin et voit midi à sa porte, mais ce n'est pas le cas. Alors premièrement, on a une interface avec la Terre, c'est ce que je vous ai dit. On a une surface, on a une masse d'eau et on a un fond. Donc on va regarder en détail. Donc là, on a de la géographie. Puis en même temps, on a du juridique, parce que l'homme, il a, dans cet ensemble-là, il a mis des limites. Il a mis des limites, les eaux territoriales, la ZEE, l'extension du plateau continental, etc., les eaux intérieures. Donc ces limites administratives vont avoir du sens et il va falloir aussi les considérer. Alors premièrement, on va regarder l'interface avec la Terre. L'interface avec la Terre, ça s'appelle le littoral ou le côtier. Or, cette interface, elle est tout à fait particulière parce qu'elle comprend un trait de côte avec des faciès, on a des plages, on a des falaises, on a des dunes, on a des tombolos, on a des lagunes, on a des marais, on a des estuaires, on a des deltas. Donc on a vraiment une diversité de paysages littoraux qui est important. Là-dedans, on a des marais. Pas ici, en Polynésie, c'est 20 cm. Bon, nous, en Calédonie, on a 1,7 m. Et puis, dans la baie de Fundy, au Canada, on dépasse les 20 et quelques mètres de marnage. Donc, on a de l'intertidal, c'est-à-dire des zones qui vont découvrir, qui vont être terrestres, puis ensuite qui vont être ennoyées et qui vont être marines. Et ces zones-là de balancement de marée sont tout à fait particulières. On a des phénomènes d'érosion sous l'effet des vagues et des houles. Oui. On a des effets du changement climatique, et notamment la remontée du niveau de la mer, qui est un vrai problème, et qui touche cette interface. On a des milieux spécifiques qui sont de très forte biodiversité, donc des mangroves, les récifs coralliens, que nous connaissons nous ici, qui sont aussi une symbiose biologique très intéressante. Puis on a des alguerets, on a des herbiers, qui sont des milieux et des faciès vivants tout à fait spécifiques. On y trouve sur cette interface terre-mer à peu près toutes les activités économiques possibles, c'est-à-dire on a des ports, on a l'aquaculture, on a de la pêche côtière, on a du tourisme, on a de la plaisance, du nautisme, de la baignade, des sports, c'est illustré. Et puis on a des infrastructures, c'est-à-dire on va construire sur cette interface des choses particulières qui sont des quais, des darses, des marinas, des systèmes de défense du trait de côte, etc. On a aussi des risques. On a des risques de pollution de cette interface par les rejets venant de la terre, qu'ils soient urbains, industriels ou agricoles, et par des rejets qui se passent en mer et qui touchent le littoral. C'est les accidents en mer. Vous avez vu les grands accidents pétroliers où
le gasoil ou l'huile qui se répand en mer revient sur le littoral avec tous les impacts qu'on peut connaître. Et puis on a des dégradations, mais aussi les risques qui sont ceux des catastrophes naturelles, et qui, avec le réchauffement climatique, certains vont devenir de plus en plus importants, donc les cyclones, et puis les tsunamis, et les tsunamis, c'est bien là qu'ils font le plus mal, quand ils arrivent sur le littoral. Enfin, on a aussi des systèmes de préservation, des mises en réserve, en aire marine protégée, en AGDR, c'est-à-dire en aire de gestion durable des ressources, c'est-à-dire qu'on a des problèmes sur cette interface de gestion pour à la fois rendre compatibles des activités humaines et de la préservation. Donc on est dans des exemples extrêmement intéressants pour les notions de développement durable, de planification spatiale, de suivi de la qualité des milieux et de calcul de la capacité de charge, c'est-à-dire quelle est l'acceptabilité de ces espaces par rapport à des pressions humaines, par exemple. On va pouvoir tolérer combien de personnes qui, parce qu'ils arriveront avec un paquebot, vont piétiner un littoral et le dégrader ou pas. Donc on a de la géographie, on a de la physique, on a de l'économie, on a de l'administratif, on a de la climato, on a des mathématiques. Alors pourquoi les mathématiques? Parce que le trait de côte c'est fractal. C'est fractal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur du trait de côte dépend de l'échelle à laquelle on va le cartographier. Si vous êtes au millionième, bah, votre trait de côte il va être assez court. Et puis si vous rentrez vraiment dans le détail, il suffit de prendre le trait de côte de Bretagne qui est très découpé, bah là vous allez vous apercevoir que votre chiffre, ça ne va plus du tout être le même. Donc c'est du fractal. Il y a de la biologie, il y a de l'aménagement, il y a du développement, il y a de la pollution et donc du développement durable. Donc c'est vraiment un enjeu majeur. Et je rajoute un élément qui nous a été donné dans cette même salle par M. Lamy, lors de la réunion du PECC, c'est que la tendance est qu'à l'horizon 2050, on va être un peu plus de 8 milliards d'habitants, et il y aura 80% de ces 8 milliards qui va se trouver dans les 50 km, dans la bande des 50 km proches des côtes. Donc on va parler de plus en plus de gestion, d'aménagement, de préservation de cette interface terre-mer. Ça, c'est la première interface. La seconde, c'est qu'on a une surface. Alors, sur cette surface, on a du vent, on a de la houle, on a de l'agitation, on a des vagues, donc on a de l'énergie. Ensuite, on a des échanges fondamentaux de cette interface avec l'atmosphère, et je vais rentrer dans les détails. Donc on a par exemple le cycle de l'eau, bon, on apprend ça à l'école, hein, l'eau de mer va sous l'effet solaire s'évaporer, puis se recondenser, puis au-dessus des montagnes ou d'une hauteur, il va y avoir de la pluie, on va avoir de l'eau douce, et cette eau douce va revenir dans le système. Mais aussi il y a une surface qui a une pente, alors ça c'est quelque chose qui n'est pas connu, c'est-à-dire que la surface, bien évidemment, elle n'est pas plane à cause des vagues, mais elle subit aussi d'autres phénomènes en fonction de l'attraction terrestre. Donc quand on a un mont sous-marin, eh bien ce mont, par gravité, il va attirer de la masse d'eau. Et donc on va avoir une bosse au-dessus. Et quand on a une fosse, bah, au contraire justement, on va avoir un trou, d'une certaine manière. Donc avec des satellites qui s'appellent des altimètres, avec de l'altimétrie satellitaire, on a un satellite dont on connaît très très bien l'orbite, on sait exactement où il est, avec un laser d'une certaine manière, hein, avec un altimètre, on va mesurer la hauteur par rapport à ce satellite et la surface de la mer. Et donc comme cette hauteur va varier parce qu'il y a des bosses et il y a des trous, on va pouvoir faire la topographie de la surface terrestre. Et par inversion, on va pouvoir en déduire que en dessous d'une bosse, il y a un mont sous-marin, et en dessous du trou, il y a une fosse. Et on fait la cartographie indirecte du fond de la mer, uniquement par la topographie de sa surface. Quand même assez intéressant. Ensuite, on a des bateaux qui passent sur cette surface. Et on a 90% du commerce mondial qui passe par la surface de la mer. Ça veut dire que si notre terre n'était pas bleue, s'il n'y avait pas d'eau de mer, on transporterait nos trucs avec quoi? Avec des camions, avec des trains ou avec des avions? Oui, bon. Peut-être que ce commerce-là serait beaucoup plus réduit, ou serait beaucoup plus coûteux, ou serait beaucoup plus polluant. Ensuite, évidemment, il y a de l'activité sur cette surface et donc on a besoin de surveiller. Or, le problème de la surveillance maritime et des activités maritimes,
surtout dans les grandes ZE qui sont les nôtres, bon, ici, plus de 5 millions de kilomètres carrés, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas évident. Hein. Il faut des satellites, il faut des avions, il faut des bateaux, et c'est un vrai enjeu technologique. Et puis cette surface, elle a été le lieu de grandes migrations, et en particulier dans le Pacifique, toutes les migrations se sont faites par la mer. Hein. Les gens, ils ne sont pas venus à pied, ils sont venus en bateau. Et en plus, les grandes découvertes se sont faites par la surface. Et on est dans des lieux où le Pacifique a vu depuis Magellan jusqu'à même encore le 19e siècle des découvertes et des positionnements d'îles qui étaient complètement inconnus, etc. Donc on a de la physique, on a de la météo, on a de l'énergie, par exemple avec la houle, on a de la technologie, ce que je vous ai dit avec l'altimétrie ou du lidar, on a de l'économie derrière le transport maritime, on a de l'histoire avec les grandes découvertes, et puis on a du sport, parce que les grandes courses autour du monde se font sur cette surface. Et c'est un vrai enjeu que de faire le tour du monde en solitaire sur une surface qui n'est pas toujours particulièrement agréable, surtout quand on rentre dans les 40e rugissants. Bon, voilà déjà pour la surface. Maintenant, on va passer à la masse d'eau. Alors cette masse d'eau, là, qui fait 1 milliard de kilomètres cubes, elle a des courants. Et je vais revenir dessus, il y a des courants en surface, mais il y a aussi des courants de fond. Ils ne sont pas du tout les mêmes. C'est un régulateur climatique. Alors ça, c'est extrêmement important parce que c'est un piège de carbone. Il y a 30% du carbone, du CO2 émis, en particulier par l'homme, qui est piégé dans les océans. 30%, c'est déjà pas si mal. Donc c'est quand même un piège à carbone intéressant pour nous. Mais c'est aussi une source de production d'oxygène. C'est la source de production d'oxygène la plus importante. Si on respire, c'est grâce à la mer. Selon les sites, ça va de 50%, c'est la moyenne, mais on a des lieux où on sait qu'il y a 75% de l'oxygène qui est produit par l'eau de mer. Et en particulier par le plancton. Donc les micro-organismes qui vivent là-dedans et qui sont source de production, etc. On a un risque d'acidification de l'eau s'il y a trop de CO2. Alors, bon, je ne peux pas le développer, mais vous avez la formule ici, c'est-à-dire que le CO2 se mélange à l'H2O et il va se créer des carbonates, mais surtout il va y avoir des ions H+. H+, c'est le pH, hein, ça vient de là. Il va y avoir des ions H+, et donc on va avoir une acidification de l'océan. Cette acidification de l'océan, elle est en croissance exponentielle à l'heure actuelle, sous malheureusement les excès de CO2 que notre océan n'arrive pas forcément à piéger comme il le faut. Et il est à un risque énorme parce qu'il va dissoudre les coquilles de certains animaux et en particulier les squelettes par exemple de nos récifs coralliens. Donc c'est le grand risque de l'acidification avec la disparition progressive de certaines espèces qui sont calcaires. Okay ? Des animaux pélagiques. Alors on a des poissons, on a des requins, on a des céphalopodes, on a des cétacés et on a là encore justement des espèces pélagiques qui sont des espèces extrêmement importantes pour la vie humaine puisque on les pêche et le thon en particulier. Et puis on a des sources d'énergie qui sont les sources d'énergie de demain, la différence de température entre la surface et le fond. Alors ici il y a des projets, il y en a 2 qui sont opérationnels et il y en a un 3e qui arrive. C'est que si vous allez à 1000 mètres de fond, vous avez une eau de l'ordre de 4 degrés. En Calédonie, c'est pareil. Hein, dans le Pacifique, à 1000 mètres de fond, on a 4 degrés. Donc, pomper de l'eau froide, c'est récupérer des frigories. Récupérer des frigories, c'est pouvoir faire tourner ce qu'on appelle un SWAC, Seawater Air Conditioning, c'est-à-dire faire de l'air conditionné. L'air conditionné, c'est ça qu'on dit ? Non. De la clim, pardon, excusez-moi, de la climatisation avec les frigories qu'on va chercher en profondeur. Et il y a une autre solution qui, en ce moment, n'est qu'à l'état de projet pilote, il ne s'est pas passé au niveau industriel, c'est que comme en surface, on a une température chaude et au fond une température froide, si on a un delta T un peu supérieur à 20 degrés, c'est le cas, on peut, avec des cycles de Carnot courts, on peut faire tourner des turbines et avec des échangeurs et fabriquer de l'électricité. Alors l'intérêt, c'est que c'est une énergie qui n'est pas alternative, à la différence du solaire, de l'éolien ou des autres solutions actuelles d'énergie renouvelable. C'est une énergie continue. Alors ça, c'est très intéressant, on n'a pas besoin de stocker.
et a priori dont la ressource est très très forte, dans le sens où avant qu'on ait réchauffé les 4 degrés à 1000 mètres, et ne serait-ce que d'1 degré, il va se passer du temps quand même. Hein. Bon, alors donc on a de la physique, de la chimie, de la biologie, de la météo, des énergies là encore, et de l'économie avec la pêche hauturière. Donc ça fait beaucoup de disciplines finalement. Alors cette masse d'eau, ben, j'ai parlé des courants. Alors il y a les courants qui sont les courants de surface, c'est le vent qui, bon bien sûr il y a la marée qui va créer des courants, mais c'est le vent qui va expliquer la circulation générale. Donc le vent, dans l'hémisphère nord, il va pousser les particules, mais à cause de la force de Coriolis, ces particules vont être déviées sur la droite dans l'hémisphère nord, et au contraire, dans l'hémisphère sud, ça va être le contraire, vont être déviées vers la gauche. Donc ça explique que dans l'hémisphère nord, hein, donc la spirale d'Ekman, mais je passe, il va y avoir des grands gyres qui vont se créer et qui sont dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans l'hémisphère sud, on va avoir des grands gyres, mais qui sont en sens contraire de l'hémisphère, sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors ça, on peut le mettre en relation avec un des gros problèmes qu'on rencontre maintenant, c'est la pollution par les plastiques. Le 7e continent, hein, là où les plastiques s'accumulent, ben c'est au centre de ces gyres. Hein, et on les retrouve un peu partout. D'accord ? Donc ça nous a été expliqué il y a 2 jours. Donc là, on a de la physique et puis on a des problématiques environnementales qui apparaissent. Alors, c'est pas tout. Et ça, ce sont des découvertes relativement récentes. On sait qu'il y a une circulation qu'on appelle thermohaline. Thermohaline, il y a température et sel hein, dedans. Hein. Il y a les 2 choses. C'est-à-dire qu'on va avoir des courants chauds de surface qui sont en rouge et des courants froids. Alors, les courants de surface chauds sont relativement dessalés et les courants froids sont très salés, sont plus salés. Parce que la densité des eaux va changer en fonction de la température et de la salinité. Donc, il va y avoir des différences de densité et il va y avoir ce qu'on appelle des upwelling. Alors, well, un puits, up vers le haut, ou au contraire, downwelling, un puits vers le bas. On va prendre... ah là oui. On va prendre, vous voyez... attendez, je vais prendre ici. Si vous voyez mon pointeur, je le mets là, à côté du Groenland, là, sur la flèche. Sur la flèche, vous voyez, on est dans des eaux de relativement faible densité qui sont chaudes, qui vont plonger. Elles vont plonger au niveau du Groenland. Bon, ça, on le sait. Elles vont plonger et elles vont faire un circuit assez extraordinaire, c'est qu'elles vont plonger et elles vont prendre la route verte. Alors, il va y avoir des diverticules qui vont tourner autour de l'Antarctique. Mais la route verte, c'est que cette eau verte, elle va se retrouver dans le nord du Pacifique. Et là, les eaux vont remonter en surface. Hein, elles vont perdre leur sel, elles vont remonter. Et elles vont faire un chemin inverse pour revenir jusqu'au Groenland. La circulation, c'est 1000 ans. Il faut 1000 ans pour que ce circuit se fasse. Mais ce circuit, il existe. Et avec le changement climatique... eh bien, il va y avoir des perturbations de ce système. En particulier, le changement climatique fonde des glaces. Donc, plus d'eau de faible densité, il va y avoir plus d'eau de faible densité, et donc moins d'eau profonde. Et la circulation, cette circulation générale, si elle est perturbée, elle va modifier beaucoup de choses pour notre climat, et ça peut être grave. On parle, vous voyez le Gulf Stream, là, qui longe, en rouge, qui longe les côtes américaines, et puis qui part... et qui réchauffe l'Europe. Bon, vous savez, on a une Canadienne ici, que le climat à la même latitude du côté du Canada, il est beaucoup plus froid qu'en face, grâce à ce courant chaud. Mais si ce courant modifie sa trajectoire, ou est moins puissant, eh bien, on va avoir des répercussions climatiques, ne serait-ce qu'en termes de température, simplement, qui risquent d'être graves. Je ne vais pas trop vite ? Bon. Alors maintenant, on va aller au fond. Alors le fond, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas celui d'une baignoire. On croit que le fond de la mer, c'est le fond d'une baignoire. Mais non, pas du tout. C'est un fond poreux. Hein. C'est-à-dire que l'eau passe au travers. Hein. Voilà. Ce fond, il a une topographie. On trouve au fond de la mer des montagnes sous-marines, des plaines, des fosses. La fosse la plus profonde descend à un peu plus de 11 km de profondeur.
Et on a des montagnes sous-marines qui sont plus hautes que l'Everest, en fait. Hein. Donc, en particulier, on a un tas de monts sous-marins dans la ZEE de Polynésie, comme on en a dans notre ZEE de Calédonie. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'est une eau qui pénètre le fond et qui va vivre d'échanges avec la Terre. Alors ça, je vais vous expliquer. Et puis, ça va être à l'origine des minéralisations profondes, parce que vous vous souvenez, je vous ai dit que cette eau, elle a je ne sais pas combien de composants intéressants, mais ils sont là, hein, même s'ils sont en dose infinitésimale, ils sont présents. Et donc, on a aussi des objets sous-marins. Sur ce fond, on a des câbles, de plus en plus de câbles sous-marins qui passent. Or, ces câbles sous-marins, c'est 95% du trafic numérique que nous utilisons tous les jours. En ce moment, là, s'il y a une retransmission Internet, ça passe par un câble, ce n'est pas un satellite. Et les hauts débits, ils sont par les câbles. On a des pipelines, on a des épaves, et puis, eh bien, je vais insister là-dessus, on a des formes de vie alors absolument terribles qu'on est en train de commencer à découvrir. Donc on a de la géographie, on a de la géologie, on a de la biologie, on a de l'histoire, avec les épaves. Puis on a de l'économie, de la technologie, puisqu'on est dans les télécoms, et puis dans les technologies d'exploration du profond, qui sont les technologies de demain. Et là, vous avez une belle image. Ça s'est pris sur un mont sous-marin en Nouvelle-Calédonie. C'est tout à fait récent, de crinoïdes qui n'étaient pas décrites et qui s'accumulent sur un caillou. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Alors, ce fond, il a donc une géodiversité tout à fait particulière. J'ai pris le cas de la Calédonie parce que je le connais mieux, mais en Nouvelle-Calédonie, on a ce qu'on appelle une obduction. Alors, c'est quoi une obduction? C'est tout simplement que des roches du manteau terrestre profondes sont arrivées en surface. On ne sait pas encore expliquer comment elles y sont arrivées, et ont créé la Grande Terre avec des roches du manteau, des roches mantéliques qui sont justement particulièrement riches en olivine, et donc avec du nickel, du cobalt, du chrome, du tungstène, etc. Ce qui explique les mines calédoniennes, que vous n'avez pas. Parce que vous êtes sur un système de points chauds, c'est-à-dire en fait des volcans sous-marins qui vont naître, puis qui vont, en fonction de leur poids, avec en plus le tapis se déplaçant, ils vont commencer à couler. Et donc des îles hautes qui vont commencer à avoir des récifs étroits autour, puis de plus en plus larges, jusqu'à former les atolls. Okay, mais nous, on a ça aussi dans les Chesterfield. On a un alignement de points chauds et on a des équivalents d'atolls qui sont très grands. On a la subduction. La subduction, c'est la plaque qui, cette fois-ci, au lieu de monter par-dessus, elle coule. Elle coule, et nous sommes sur la plaque australienne, et on coule sous Vanuatu, qui est sur la plaque pacifique, avec au milieu, en bleu foncé, une fosse qui descend à plus de 7500 mètres de fond. C'est l'endroit le plus profond de la ZEE française, hein, il est chez nous. Et bien évidemment, à ce niveau, ça coule, et il va y avoir des frictions, des tremblements de terre, et de l'autre côté, du côté Vanuatu, des volcans actifs. Que nous avons aussi à Matthews et Hunter, puisqu'on en a deux dans notre ZEE, qui sont des volcans, dont Matthews, qui est entouré d'eau complètement jaune, pleine de soufre. Il n'est pas en éruption, mais il est actif en sous-marin. On a des accrétions océaniques et des dorsales océaniques. Alors ça, c'est un autre phénomène, ça n'existe pas chez vous. C'est-à-dire qu'en fait, on a des plaques qui s'ouvrent. Et là, en ce moment, du côté de Matthews Hunter, enfin en ce moment, on a une plaque qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'en fait, la plaque pacifique va se séparer en deux progressivement, et on aura deux plaques. Et évidemment, ce qui est intéressant, je vais vous le montrer plus loin, c'est qu'au niveau de ces zones-là, qui est le dessin un peu en bas là, eh bien, on a une épaisseur de la croûte terrestre qui est beaucoup plus faible. Et comme je vous ai expliqué que l'eau passe et coule, il va se passer quelque chose dans des remontées d'eau à ce niveau-là. On a des bassins sédimentaires, le bassin de Nouvelle-Calédonie, le bassin des Loyautés. Le bassin de Nouvelle-Calédonie, par de la sismique, on sait qu'il fait 7 km d'épaisseur de sédiments. C'est-à-dire qu'on a des pièges à hydrocarbures qui ne seront pas exploités parce qu'on est dans le parc naturel marin de la mer de Corail, mais on a des pièges, vraisemblablement, c'est du gaz, hein, c'est vraisemblablement du gaz, puisque les Néo-Zélandais exploitent du gaz ici dans la partie de ce bassin qui se raccroche à leur île.
On a des plateformes carbonatées, ben oui, vous en avez vous aussi. Ça, c'est vraiment les récifs coralliens qui ont construit ça sur les sommets des monts. Hein. Et ces plateformes, elles sont importantes. On a une collection de monts sous-marins comme vous, assez exceptionnelle, principalement nous dans le sud. Et puis on a des plaines abyssales comme vous, Nord-Loyauté, bassin d'Entrecasteaux et puis ici le bassin sud fidjien, qui sont des plaines à 5000 mètres de profondeur à peu près, monotones, mais on va le voir, qui possèdent des ressources qui peuvent être intéressantes. Donc on est en géographie et en géosciences. Alors, cette fameuse eau de mer, revenons-y. Je vous mets, elle prend son temps. Elle a le temps, elle. Et qu'est-ce qu'elle sait faire? Eh bien, elle sait faire des nodules polymétalliques, des encroûtements cobaltifères et des amas sulfurés. Alors, c'est expliqué ici. Les nodules, vous voyez, il y a un champ de nodules et vous avez un nodule, c'est une espèce de patate. Alors, il y en a des petits, puis il y en a des un peu plus gros. C'est jamais très très gros, hein, comme ça. Ça croît d'1 centimètre en plusieurs millions d'années. Hein, c'est-à-dire que quand vous avez un nodule, il est vraiment vieux. Et ça, ce sont les composants de l'eau de mer qui, avec le temps, vont, à partir soit d'un grain de sable, soit d'une dent de requin, très souvent on trouve une dent de requin au centre, vont comment je vais dire, par cristallisation, former des amas qui sont riches en manganèse, en fer, en silicium, en aluminium, en nickel, en cuivre ou en cobalt. Donc des minerais intéressants. Ensuite, on a les encroûtements cobaltifères. Alors eux, les nodules polymétalliques, ils sont profonds, hein, supérieurs à 4000 mètres, et ils sont dans les plaines abyssales. Vous en avez, vous, en Polynésie, et surtout, c'est dans la zone Clarion-Clipperton, qui se trouve au nord de chez vous, mais dans les eaux internationales, qu'on trouve les champs les plus denses et les plus intéressants. Maintenant, aller chercher une patate à 4000 ou 5000 mètres de fond, on ne sait pas faire encore. Hein. Okay. Alors les encroûtements cobaltifères, ils sont moins profonds et eux, ils se forment sur les sommets ou sur les pentes des monts sous-marins. C'est un peu la même mécanique, ça croît de 1 à 6 mm par million d'années, donc là aussi c'est pas rapide. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont riches eux aussi en cobalt, mais en platine, en titane, en cérium, en nickel, en thallium, en tellure, en zirconium, en tungstène, en bismuth ou encore en molybdène. Donc pour un mineur, c'est intéressant. Et la dernière chose, ce sont les amas sulfurés. Alors là, on est sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, l'eau va pénétrer, puisque le fond, ce n'est pas un fond de baignoire, va pénétrer, puis se rapprocher de la chambre magmatique terrestre, d'où l'eau va se réchauffer. Hein, et en se réchauffant, elle va dissoudre un certain nombre de composants des roches qui se trouvent ici pour ressortir au niveau de zones hydrothermales. Donc là, ces zones hydrothermales, elles sont des cheminées à 350 degrés qui sont chargées de cuivre, de zinc, d'or, d'argent, de cobalt, de plomb, de barium, de cadmium, d'antimoine et de mercure. Donc vous avez là des ressources intéressantes et il s'agit du principal mécanisme de concentration des métaux à la surface de la Terre. C'est que les mines par exemple qu'on a au Chili, les mines de cuivre, sont des anciens sites hydrothermaux qui étaient ennoyés. Okay. Donc on a un autre cycle de l'eau. On a parlé du premier cycle de l'eau, l'évaporation, etc. et l'eau douce qui revient. Et là on est sur un cycle de l'eau qui n'est pas appris à l'école, qui n'est pas considéré, qui pourtant est à l'origine de phénomènes qui peuvent être extrêmement importants pour nous tous. Okay. Et puis, en plus, dans ces zones-là, on a de l'hydrogène naturel qui est émis. Et là aussi, c'est un enjeu pour demain. Alors, toujours dans le fond, donc je vous ai dit, il y a les câbles, il y a les pipes, il y a les épaves emblématiques. Et puis, on a des grands enjeux. Ben oui, l'accident du 777 de la Malaysian Airlines a vu des dépenses faramineuses pour essayer de retrouver la boîte noire et comprendre, boîte noire qu'on n'a pas retrouvée. Et là, vous avez des assureurs, hein, que ce soit pour l'avion ou pour les passagers, qui sont prêts à débourser beaucoup d'argent pour qu'on retrouve cette chose-là. Et puis, j'ai mis les déchets du spatial, parce que ça, c'est quelque chose de tout à fait récent, auquel, pour le moment, on ne s'intéressait pas.
Quand on balance une fusée Ariane, on va mettre un satellite en orbite. Bon, ces satellites, ils vont avoir leur vie, puis ça va devenir des déchets qui se mettent en orbite, et puis qui un jour se décrochent et arrivent à rejoindre la Terre, mais en brûlant. Ils se détruisent. Mais le premier étage de la fusée, lui, il ne se met pas en orbite. Le premier étage, c'est celui qui pousse. Lui, il va retomber. Et il retombe dans le Pacifique. Et jusqu'à présent, les agences spatiales, ils avaient un machin qui était tombé dans le Pacifique, c'était pas très grave. Simplement, les ONG et d'autres ont dit oui, mais alors, attendez, là, ça va pas, ça. Vous êtes en train de nous polluer le bidule, là. Alors, s'il vous plaît, maintenant, vous allez prendre dans le coût du lancement de votre fusée la récupération du premier étage. Vous allez aller, vous savez à peu près où il est tombé, mais vous allez le localiser et vous allez aller le chercher et le sortir. Donc, les agences américaines, les agences européennes sont en train de plancher sur le sujet parce qu'ils vont être obligés. Et puis, alors j'ai mis des épaves emblématiques. Bon, pour ce qui nous concerne, nous, chez nous, ça c'est de l'histoire. On a la Monique. La Monique, c'était ce bateau qui était complètement surchargé et qui a coulé corps et biens entre les îles Loyauté et la Grande Terre en perdant tout. Et donc, il y a toutes les familles calédoniennes qui ont un de leurs ancêtres qui est mort dans ce naufrage, et donc il y a un devoir de mémoire important. Puis la deuxième chose, c'est celui-ci, c'est le I-17, c'est un sous-marin japonais. C'était le plus grand sous-marin de la flotte impériale japonaise, un sous-marin qui faisait 110 mètres de long, qui pèse 2500 tonnes, et qui avait un avion à bord. Il avait un hall étanche quand il plongeait, et il y avait un hydravion qui rentrait là-dedans. Et l'hydravion, autrement, il décollait pour aller surveiller s'il n'y avait pas des sous-marins ennemis ou autres qui pouvaient l'attaquer. Et lui aussi, il a coulé corps et biens en 1943, et il gît par 1600 ou 1700 mètres de fond avec 91 hommes à bord, et il y a un devoir de mémoire, et les Japonais aimeraient bien qu'on le retrouve. Donc de l'économie, des télécoms, du transport, de l'histoire de la culture. Alors moi j'aime bien celui-là, celui qui est en haut là, parce qu'on dirait vraiment un truc de dessin animé. Bon, je vais vous expliquer. Alors, pendant 3,5 milliards d'années, la vie va se concentrer dans la mer sous forme d'abord de bactéries complètement primitives, et puis ça va se diversifier. Il va y avoir des animaux qui vont partir de ce fond et se créer. Donc là, vous avez une source hydrothermale. Ici, on est à peu près à 200 degrés. Et juste à côté, c'est les crevettes qui vivent dans une température, mais elles sont toutes proches, de 20-25 degrés, et qui trouvent un écosystème favorable à leur déploiement. Mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Bon, ça, c'est une espèce de pieuvre tout à fait bizarre qu'on trouve dans les grands fonds. Et celui qui a une tête rigolote, là, c'est un ver. C'est la tête d'un ver abyssal qui a été découvert il y a peu de temps par l'Ifremer, d'ailleurs. Alors, cette vie, là, il y en a quelques formes, je vous en passer d'autres. Eh bien, tout est parti du fond et la vie va sortir. La vie va progressivement conquérir la Terre. Simplement, il y a parmi les 31 embranchements en biologie dans la classification des espèces, et il y en a 12 qui sont restés marins, ils ne sont jamais sortis. Les plus connus, c'est les échinodermes, c'est-à-dire qu'en fait, les oursins, les étoiles de mer, ne sont jamais sortis à terre. Mais il y en a d'autres, donc les brachiopodes et les tuniciers. Et puis, donc, c'est vers les 500 millions d'années que la vie va sortir, va commencer à s'adapter à l'atmosphère, que la photosynthèse et la respiration vont devenir les systèmes, justement, générant la vie. Et puis, ce sont d'abord des formations végétales, puis des végétaux vasculaires, puis des animaux terrestres, des insectes, des batraciens, des reptiles, des oiseaux, des mammifères. Bon, vous avez appris ça. Avec du retour vers la mer pour certaines de ces espèces. Et on sait qu'il n'y a pas eu qu'une sortie de l'eau et des sorties avec de nombreux retours, les tortues, les dinosaures marins, les crocodiles, les serpents marins, les iguanes, et 4 lignées de mammifères, les cétacés, bien sûr, les baleines et les dauphins, les siréniens, les dugongs, vous n'en avez pas vous ici, mais nous on en a en Calédonie, ou les lamantins dans l'Atlantique tropical, les pinnipèdes, c'est les phoques, là où il fait froid,
généralement, et les lutrinés, qui sont les loutres, et notamment les loutres de mer. Or, ces espèces-là, c'est parmi les animaux les plus intelligents du monde. Avec nous, évidemment. Et je vais vous montrer que justement, on a des traces marines en nous, et c'est ça qui est intéressant. Alors là, bah, pour rigoler, des bestioles trouvées. Alors il y a une espèce de machin là-haut, là. C'est un ver aussi, on dirait Pollux. Je sais pas si... Ça, on dirait Pollux. Ça, c'est une petite pieuvre, mais on dirait qu'elle a des godasses. Qu'elle a des tennis, quoi. Bon, lui, évidemment, lui, il est méchant. Il a les yeux fluorescents, ou phosphorescents, pour que le peu de bouffe qui est susceptible de passer soit attiré par la lumière, et couac, et plouf. Et lui, il va manger. Bon, là, on a encore une petite pieuvre, c'est National Geographic. Et cette espèce de truc, on a vraiment l'impression que c'est une cocotte ou un machin comme ça. Mais c'est une petite pieuvre aussi des profondeurs, tout à fait originale. Et puis là, bah, on a un méchant ver qui, vraiment, n'est pas très agréable à regarder. Alors, c'est tout petit, hein. On ne risque pas de se faire... Enfin, c'est petit, c'est gros comme le doigt, quoi. Alors... Je vais vous passer une petite vidéo de la part de Françoise Gaille. Françoise Gaille est ici, c'est une de mes collègues, on est du même âge, et la présidente du comité pour la recherche marine et maritime et littorale du Conseil national pour la mer et le littoral, et c'est une spécialiste de la vie dans les profondeurs, et je vais la laisser vous exprimer ce qu'elle fait et comment elle le fait. La première fois que j'ai plongé sur les dorsales océaniques, c'était au large du Mexique. Campagne américaine avec 3 navires, un sous-marin, 2 hélicoptères. Tous les médias du monde venus voir ce que nous allions trouver sur le fond. Le fond, c'était celui du Pacifique, l'océan le plus jeune, le plus grand, le plus beau. On plonge sous les tropiques, mais on s'habille comme si on allait au pôle. Au bout du bateau, le sous-marin, on monte, on ferme, on nous descend à la surface de l'eau. Le sous-marin s'enfonce mollement. On descend et le pilote demande « Qu'est-ce que vous voulez comme musique? Qu'aimez-vous comme musique ?» On descend. L'angoisse se fait grandissante. On descend, dehors c'est tout bleu. À 100 mètres, tout d'un coup, soudain, la musique à tue-tête. Mozart. On descend à 1000 mètres. C'est tout noir. Mais dehors, ça scintille d'organismes phosphorescents. On descend, on approche près du fond. 2600 mètres. On fait silence. Les spots s'allument d'un coup et inondent de lumière le sol jonché de formes bizarres, inconnues. Expérience humaine intégrale. La temporalité se courbe, l'espace se contraint. L'emphase est magique. Mais tout est lent, infiniment lent. Alors avant ces campagnes, on savait quoi penser des grands fonds, un désert, disait-on. Et c'est normal. Sans lumière, il n'y a pas de photosynthèse. Sans photosynthèse, pas de nourriture. Et sans nourriture, très peu de possibilités de vie.
Mais quand on a vu tous ces animaux, ces riftias rouges dans des tubes blancs, quand on a vu cet animal hirsute sortir de la paroi des fumeurs, sous une pluie de sulfure métallique, alors là, oui, on a compris qu'on n'avait jamais vu ça, que c'était nouveau, que c'était un monde peuplé de bêtes extravagantes ou gigantesques. Mais comment prospérer dans cette obscurité? Alors on a cherché, on a trouvé. On a trouvé un processus alternatif à la photosynthèse, la chimiosynthèse. C'est quoi la chimiosynthèse? C'est la capacité qu'a le vivant de transformer du minéral en organique. L'organique, c'est ce que produit le vivant. Le vivant a réponse à tout. Et ce sont les bactéries qui sont susceptibles de prendre le soufre des sulfures émis par les fumeurs et de les mélanger avec le gaz carbonique de l'eau de mer et d'en faire des sucres, c'est-à-dire de la nourriture pour les autres. Et on a trouvé aussi des molécules capables de travailler l'ADN en toutes circonstances, ce qui a donné naissance à la génomique. Et c'est à la suite de ça que tout un pan de la recherche médicale s'est inspiré de ce que nous avions trouvé dans les grands fonds. Le vivant a réponse à tout, mais il reste encore des parts de mystère. La Terre peut s'assoupir, le magma se calmer, les cheminées se bouchent et la vie disparaît. Ou alors, la Terre peut aussi brutalement se réveiller et recouvrir de lave tout cet écosystème, fossilisant intégralement tous ces vivants. Dans les deux cas, la vie est éphémère. Et pourtant, la durée de vie de ces écosystèmes est de l'ordre de la décennie. Plus de vie après ça. Mais quelques semaines ou quelques mois, parfois à côté ou plus loin, du moiré apparaît. Et subrepticement, lentement, revient la vie dès que le fluide surgit. Mais d'où vient-elle cette vie? On l'ignore encore en grande partie. Mais ce qui est certain, c'est que dans ces grands fonds, il existe des processus pouvant donner naissance à des écosystèmes foisonnants. Et à cet égard, c'est vrai que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas imaginer que la vie puisse se trouver sur d'autres planètes, comme Mars ou Vénus par exemple. Alors aujourd'hui, que sait-on de l'océan? On connaît bien les 700 premiers mètres. Des fonds marins, 5%. Des habitants, entre 10 et 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'océan est encore en grande partie inconnu et que nous avons encore beaucoup à faire. Alors aujourd'hui, on peut faire une thèse sur l'océan sans jamais naviguer. On a au laboratoire toutes les données, on peut les traiter, les modéliser, obtenir de nouveaux résultats sans jamais voir la mer. Je pense qu'il faut faire attention, car ça risque de distendre le lien que nous avons à la réalité. Et je pense que pour comprendre le monde, il faut avoir l'expérience charnelle de ce monde. Le goût de l'eau salée, par exemple, sur la peau, le bruit des vagues, ou même le sentiment du corps sur un bateau qui tangue. Nous venons de la mer, nous l'avons oublié. Alors tous les jours, on entend que le changement climatique va altérer le fonctionnement de l'océan, va aussi mettre en danger les espèces marines. C'est vrai, c'est absolument vrai. Et d'ailleurs, les individus dont je vous ai parlé vivent dans des conditions extrêmes, chaudes,
pleine de gaz carboniques et de sulfures toxiques. Et ces conditions sont justement celles vers lesquelles nous tendons aujourd'hui. Hausse des températures et du gaz carbonique de l'atmosphère, acidité et perte d'oxygène des océans. C'est vrai. Mais ces individus-là nous indiquent aussi autre chose. C'est la capacité fantastique du vivant à pouvoir trouver des conditions particulières pour coloniser des milieux inhospitaliers, infernaux. Ça veut dire que s'adapter, c'est possible. La recherche scientifique s'adresse à l'inconnu qu'elle aime à décrypter. L'inconnu est son partenaire et le rapport de ces deux-là, c'est un peu comme le désir. Le chercheur aime tester des hypothèses, faire des conjectures. Mais la découverte, c'est autre chose. La découverte, c'est rare. Et ce que plonger sur ces dorsales m'a révélé, au fond, c'est une passion, celle de l'exploration. Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas attendre de voir comment tout ça va évoluer. Non, il faut aujourd'hui aller voir sur place où en est l'océan. Je pense que pour comprendre le monde, nous aurons aussi besoin de voir ce monde et regarder ce qu'il y a derrière moi, cette image de l'eau de mer. Ça grouille d'individus, c'est plein d'inconnus. Et si vous grossissez l'image, c'est toujours aussi peuplé. Et ça vous donne une idée de la complexité et du monde et du commun que nous avons dans le monde, l'océan. Marguerite Duras disait des années 2000, tout sera bouché, tout sera investi. Il restera la mer quand même, les océans. Il faut que vous alliez voir. Bonsoir. Bon, alors ça a duré 10 minutes, mais je pense que c'était quand même intéressant que vous ayez le témoignage de cette femme qui est remarquable et qui vous fait vivre ce qu'elle vit. Alors, je vais terminer. Elle a dit « Nous venons de la mer ». Et effectivement, cette eau magique dont déjà je vous ai montré qu'elle est hyper banale, mais pourtant elle a quelques propriétés plus qu'intéressantes, eh bien, nous en venons et nous n'en mesurons pas du tout le prix. Alors, premièrement, il faut savoir que vous tous, quelle que soit notre couleur de peau, etc., à 4 semaines, on était un petit fœtus comme ça, c'est même pas 1 centimètre, et on avait des branchies. C'est-à-dire que la larve humaine et la larve du poisson sont similaires. C'est quand même bizarre. Ensuite, on a 2 signes de cette origine de notre vie dans la mer. C'est notre plasma sanguin, c'est-à-dire ce qui reste quand on enlève les globules rouges, et le liquide amniotique. Parce que l'un et l'autre, ils sont d'exacte composition de l'eau de mer, sauf que c'est une composition qui est diluée en sel. C'est dilué du tiers. Ça peut expliquer pourquoi un petit enfant dans le ventre de sa mère, il n'est pas dans une salinité de 30 et quelques pour 1000, parce que le pauvre, vous allez voir, comme il boit de l'eau salée, ça serait un peu difficile, il boit de l'eau saumâtre, on va dire ça comme ça. Mais par contre, la composition, et cette fameuse composition avec tous les sels minéraux, tout ce que je vous ai expliqué, c'est la même. Hein. Donc, je ne fais qu'aborder le sujet en 3 diapositives. J'aurai un autre truc sur le liquide amniotique. Là, je n'ai pas le temps. Donc, on va passer rapidement. Mais on est en pleine biologie et en pleine chimie. Donc, j'ai insisté sur le liquide amniotique du ventre de notre mère, et dont il faut retenir que c'est une eau précieuse et merveilleuse qui est venue de l'océan pour tous les enfants et pour toutes les mamans du monde. Alors en plus avec un peu de musique, c'est mieux. Donc une petite maison de total respect. Une eau qu'il faut absolument respecter parce que notre maman a autorisé à ce qu'un nouvel être puisse être créé dans cette eau. C'est un peu fort. Je ne sais pas comment ça se baisse.
Et nos mères sont les seules et uniques à savoir faire ça. C'est-à-dire que nous les gars, là, on est 3, on ne sait pas faire ça, du tout. Par contre, les femmes, elles savent faire ça. Donc c'est une maison de début de vie, et quelles que soient les communautés, eh bien cette eau, elle a tous les composants utiles, les métaux, les sels minéraux, les acides aminés, les nutriments, les hormones, etc. Hein, où l'enfant va développer ses organes et va développer ses sens. Il va commencer à entendre, il va reconnaître la voix de sa mère, il va commencer à voir au travers du ventre les lueurs, au travers du ventre de la mère. Il va apprendre le goût. Et puis, une maman, elle ne le sait pas, mais elle renouvelle cette eau toutes les 3 heures. Ce qui fait qu'il y a un flux d'eau sur la peau du bébé. Ça a été démontré par l'université de Durham, en Grande-Bretagne, et que ce flux d'eau, nous le gardons toute notre vie. Et ça explique pourquoi on a besoin de se baigner dans l'eau de mer, on a besoin d'une douche, on a besoin du spa. Tout le monde a besoin de ça. Bon, quand je parle de l'avoir, il est en ce moment démontré que si le bébé reconnaît la voix de sa mère, il reconnaît la voix de son père. S'il y a l'harmonie dans le couple, le gamin va être bien. Si par contre il y a des tensions, il y a des cris, il y a de la bagarre, eh ben, ça va faire des enfants soit agressifs quand ils vont l'être, soit au contraire renfermés sur eux-mêmes et peureux. C'est quand même bizarre. Évidemment, il n'y a pas que les 9 mois qui expliquent ça, il y aura toute la jeunesse de l'enfant plus tard. Donc je mets une eau qui est celle de nos vraies origines, qui a su rester raisonnable et stable en plus justement depuis très longtemps. Et c'est une eau sans qui nous ne saurions pas bien, je ne sais pas, etc. Mais sans doute c'est une eau sans qui nous ne saurions rien. Donc nous venons d'elle et la moralité de cette petite histoire, c'est que comme c'est de l'eau de mer, il faut respecter la mer MER, et puis il faut respecter nos mères, MERES, donc nos femmes, nos filles. Ce qui, dans la société océanienne, n'est pas forcément quelque chose de bien compris. Je peux vous dire qu'à Nouméa, j'ai présenté ça, enfin le truc du liquide amniotique est beaucoup plus long, et que là, il y avait les gamins, les filles qui disaient « Ah bon, mais alors c'est ça, perdre les os ?» Bien sûr, vous ne le savez pas. Et les garçons, ils disaient « T'as compris, hein, tu comprends, faut pas taper sur la copine, là. Hein » Ah ouais, bon, donc, c'est un peu de pédagogie. Allez, on va terminer. Eh bien, je vais juste vous citer quelques citations littéraires sur cette eau de mer. La première de Romain Gary qui dit « Je ne sais pas parler de la mer. Ce que je sais, c'est qu'elle me débarrasse soudain de toutes mes obligations. Et chaque fois que je la regarde, je deviens un noyé heureux. » Sympathique. Celle-ci de Saint John Peirce, qui est un écrivain difficile, mais extrêmement précieux, qui a écrit beaucoup de choses sur la mer, et il a dit « Et parfois la mer calme, couleur de plus grand âge, est comme celle mêlée d'aube qui se regarde dans l'œil des nouveau-nés. » Et effectivement, si vous regardez bien les yeux d'un nouveau-né, c'est un espèce de bleu un peu indéfinissable avant que l'iris prenne sa couleur définitive. Eh bien, je pense que ces regards-là, ce sont nos premiers regards d'humains, et ils portent en eux quelque chose de marin. Une autre, ça c'est Hemingway. Tout en lui était vieux, sauf son regard qui était vif et brave et qui avait la couleur de la mer. Donc on rejoint encore une symbolique. Et puis la dernière, je vous ai parlé de la surface, elle est vachement agitée, etc. Et Tabarly, lui il a dit, parce qu'il y a une éthique dans la mer, justement, ça c'est encore autre chose à développer. On ne redoute pas les tempêtes quand on est capable de les affronter. Oui, il ne faut pas avoir peur, et la mer est une école de vie. Et je vous ai marqué, retrompez-vous dans Kipling, dans Hemingway, dans Giraudot, dans Raroya, dans Barjavel, dans Michelet, dans Verne, voilà, etc. Vous avez une collection absolument incroyable d'écrits sur la mer qui sont porteurs de philosophie, d'éthique, et donc cette littérature. Et puis on a même des BD, Bourgeon, les passagers du vent, et chez nous en Calédonie on a Berger qui nous sort La brousse en folie, où on a des coups de pêche et des trucs qui sont très rigolos. Voilà, alors je termine là, ce que je vous ai présenté est dans un texte qui est accessible en open access. Vous en avez ici sous Archimère, qui est l'archive de l'Ifremer, l'archive scientifique. Vous pouvez y accéder. Et je vous remercie. Et éventuellement, si vous avez quelques questions, je suis à votre disposition. Voilà, merci.